Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans le 10e épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Elliot Cardin, un coureur d'ultra-trail québécois qui vient de remporter le 125 km de l'ultra-trail Arikana, ou autrement appelé UTHC, en 14 heures et 43 minutes. Elliot est l'un des athlètes québécois les plus en vue depuis plusieurs années. Il a notamment terminé 3e de la prestigieuse course Black Canyon aux États-Unis en 2020 et il a participé à la Western State en 2021. Cette année, il a fini 2e aux 50 km du Québec Megatrail. Après 2 années en dents de scie où il a eu des pépins physiques, il a enfin gagné la course qu'il convoitait tant. Cette course, c'est le 125 km de l'Ultra Trail Arikana qui traverse les montagnes, les lacs, les rivières et les forêts profondes de la région de Charlevoix au Québec. Avec 4220 mètres de dénivelé positif, c'est un parcours technique, exigeant et épuisant, avec beaucoup de racines, de la boue et 4 sommets à gravir. Depuis sa création en 2016, un peu plus de la moitié des participants seulement ont franchi la ligne d'arrivée. C'était donc la 3e fois qu'Elliot prenait le départ de l'UTHC avec l'ambition de la remporter. Lors de sa première participation en 2020, il avait terminé 2e et l'année dernière, il a été contraint à l'abandon. Ce sera donc en 2022 qu'Elliot aura finalement réussi à monter sur la première marche du podium. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie d'Elliot dans cet épisode intitulé « Elliot Cardin, le loup de l'UTHC ». Salut tout le monde, ici Elliot Cardin et bienvenue dans Ultra Distance. Salut Elliot, on est heureux de t'accueillir dans le podcast avec Mine. Salut Elliot, merci d'être là. Salut les gars, ça fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Écoute, on est très content de t'avoir avec nous. On va pas passer par 4 chemins. On rentre tout de suite dans la grosse question, dans le vif du sujet, qui est notre question d'ouverture classique. Pourquoi tu cours, Elliot? Pourquoi? C'est quoi ton why? Ouais, mon why, moi, c'est surtout la nature. Passer le plus de temps en forêt, c'est ce que j'aime le plus. Puis c'est que c'est sans limite. En fait, le trail running, ça te permet d'explorer absolument tout. Juste en voyage, ce que j'ai expérimenté, que je trouve vraiment ça le fun, c'est que tu te lèves super tôt, tu découvres une ville en 2 secondes, tu vas courir, tu sais tout sont où les spots. Ça, je trouve ça vraiment nice comme sport, que tu n'aies pas de limite comme ça, puis que tu puisses axer ça sur l'exploration. Puis moi, c'est ce qui me fait triper. Et comment tu as découvert ça? Tu sais, ça a été quoi ton immersion dans la course à pied, ton histoire avec la course à pied? À quel moment tu as commencé à courir? Ouais, ben en fait, c'est né un peu d'un pas game. Il y a une soirée que j'en jasais avec ma blonde, justement. Puis j'étais comme, ouais, il me semble un marathon, je serais capable de faire ça assez rapidement, là, sans trop de training. Puis c'est avec ce pas game-là, finalement, que je me suis inscrit à un demi-marathon. Puis j'ai fait le demi-marathon sur route à Saint-Hilaire. Ça, c'était en 2015. Puis t'as roulé en combien ton premier demi-marathon, ouais, pour le fun? Le temps, bonne question. Je pense que c'était alentour de 1,20. Une 25, une 26, de quoi de genre. Puis je me souviens, j'avais couru ça avec des souliers orteils. C'est très bon pour un premier marathon. Ouais, souliers minimalistes, c'est ouf. Ouais. T'avais déjà une culture un peu minimaliste, un peu justement plus proche de la nature, ou c'est pourquoi t'as couru avec des souliers comme ça? Ouais, ben j'ai toujours été un peu plus puriste, fait que comme l'aspect de courir nu-pied me parlait beaucoup. Puis ben là, c'est sûr que sur route, maintenant, j'aime bien ça courir avec des chaussures plus performantes. Mais je trouvais ça cool de faire ça en souliers orteils, justement, de tout le temps me rapprocher de ce qui est le plus pur, autant dans l'alimentation que justement dans le sport. Et c'était quoi ta transition donc, de la route au trail? Comment tu as découvert ça, le trail? Ouais, ben ça s'est fait rapidement parce que j'ai toujours été un gars qui aime faire de la randonnée, qui aime vraiment la nature. Puis je me suis vite rendu compte que ça existait comme discipline, là, le trail running. Puis à ce moment-là, après ça, je suis allé courir au club de trail de Bromont, où j'ai couru avec Alistair Garner.
Puis de fil en aiguille, mais là, je me suis mis vraiment plus à les longues distances, les ultramarathons. C'est vraiment le challenge qui m'interpellait le plus. Puis c'est comme ça que je me suis initié au trail, vraiment. Tu es allé de manière progressive un petit peu sur les distances en trail, genre tu as commencé avec plus des distances type 10 km, tu vois, 20 km, ou tu es tout de suite allé taper dans des 50 kilos, quoi. Ça s'est fait rapidement, mais j'ai quand même commencé par 2,25. Après ça, j'ai fait mon 55 Bromont Ultra. Fait que non, tu sais, il n'y a pas eu une progression. Je te dirais que ça a été assez rapide pour le 50. Là, mais j'aime ça comme ça. C'est ça que je visais vraiment, faire rapidement un ultramarathon parce que c'est ce qui m'intriguait, c'est ce qui m'interpellait. Puis j'avais hâte justement de faire ce saut-là sur l'ultramarathon. Et rapidement, tu as eu des bons résultats. Tu as fait donc une première place aux 65 km de l'UTHC. Après, tu as fait 3e au Black Canyon. Tu peux nous parler de cette progression un peu? Ouais, mais c'est ça. Première année, j'ai fait Bromont Ultra. Ça a été mon premier, le 55. J'ai réussi à finir premier. Quand même un bon temps aussi. Fait que j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, Colin, j'ai peut-être des bonnes habiletés pour ce genre de distance-là. Puis c'est ça, après ça, je me suis tenu pas mal dans cette braquette de distance-là. J'avais fait aussi le 80 à Bear Mountain en 2017, qui était avec la série de North Face Endurance Challenge. Puis ça, j'avais fini deuxième. C'était mon premier 80. Puis c'est derrière Mathieu Blanchard. On s'est livré une belle bataille à la fin. Là. Ça c'était vraiment épique. Là. C'est une course, je vais toujours me souvenir. Je pense que j'arrive à... Ça devait être comme 70 kilos, là, c'était tout près avant, je pense que c'était le dernier ravito. Puis Mathieu était en train de manger sa soupe, bien relax, il y avait une belle avance. Je pense qu'il savait pas que j'étais en train de remonter aussi rapidement. Après, les bénévoles étaient prêts de lui dire là, c'était quoi exactement le temps qu'il y avait. Puis moi, j'avais repris vraiment pas mal de vitesse là, sur la dernière section. Fait que là, j'ai réussi à le rejoindre. Puis j'arrive au ravito, je demande « Il est où le premier? » Là, Mathieu, il se lève, « C'est moi le premier! » Je savais même pas qu'il y avait un autre Québécois, tu sais, à part Alistair sur la course que moi. Fait que là, il lâche, je pense que c'est une soupe que son grand-père lui avait fait, qu'il nous disait. Puis il lâche tout ça, puis il reprend. Je suis comme « Oh, ben, let's go! » Moi, je grabe mes affaires, je reprends avec lui. Là, on s'est livré une bataille, je te dirais, jusqu'à 2 km avant la fin, où ce que là, il m'a quand même mis une belle mine. C'est un downhill super technique. Je suis vraiment fort dans la technique aussi. Fait que là, je pensais toujours l'avoir. Fait que je poussais fort. Puis Matt, il est super fort en downhill. Fait que finalement, j'ai comme jamais réussi à le passer. Puis je faisais juste m'accoter à lui. Puis j'ai pogné une petite crampe sur la fin. Puis ça a été assez pour que lui, il file vers la fin. Puis Matt, je pense qu'il a mis 2 minutes certains. Si c'est pas 5 minutes là, dans les derniers kilos. Wow. Ouais. Pour préciser, on parle de Mathieu Blanchard, qui a fait une deuxième UTMB. Ça doit être bon de se rappeler cette petite anecdote quand tu vois le parcours de Mathieu, notamment cette année avec sa deuxième place à l'UTMB. C'est cool, quoi. Ouais, c'est vraiment drôle. Puis, tu sais, je pense que pour Matt aussi, c'était son premier 80, si je ne me trompe pas. C'était quand, ça? 2017. C'est en mai, une course en début de saison. C'est quand même tough un peu pour les Québécois parce que nous, on sort d'un hiver, puis les trails là-bas sont quand même réputés pour être assez techniques. T'sais, en fait, c'est des tas de cailloux, là. Fait que, quand tu as passé un hiver sur des beaux tapis blancs avec aucune technicité, là, c'est quand même une course intéressante à faire, puis qui est quand même challengeante pour ça. C'est cool, mais on voit quand même qu'on a un bon vivier de nouvelles recrues dans le trail quand même au Québec, avec des beaux profils comme toi, comme Matt, qui se sont créés en fait assez récemment. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se sentir motivées et inspirées en fait par des profils comme vous pour aller commencer la pratique du trail, et puis qu'on va avoir encore de plus en plus de talents qui viennent d'ici, quoi. Ah ouais, c'est le but. Il faut, depuis que je cours, justement, je trouve que ça a tellement évolué. On a vu des gens de l'athlétisme faire le saut entre elles, ou plein de jeunes aussi. Il y a beaucoup plus de jeunes que quand j'ai commencé justement à pratiquer le sport. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. C'est de quoi que je veux promouvoir, en fait, que c'est le fun, la course à pied, puis c'est le fun pour les jeunes aussi. C'est pas juste un sport que tu débutes à 30 ans, parce qu'avant, c'était gros ça qu'on voyait. T'sais, on peut commencer le trail quand même plus jeune. Ça, c'est nice de voir plus de jeunes sur les courses. Oui, inspirer des nouvelles recrues. Et puis, on voit aussi dans le sport féminin, là, on voit Marianne Hogan qui vient du triathlon, justement, qui a fait une énorme percée là, ces dernières années
C'est impressionnant. Ouais. Mais on remarque aussi, Mine, que de plus en plus de personnes justement qui avaient une pratique dans le triathlon bifurquent à un moment donné vers le trail, comme nous ça a été le cas, et on retrouve plein de personnes qu'on avait dans notre communauté en fait de triathlon à la base, qu'on voit maintenant très bien performer sur des trails. Donc c'est cool de voir que ça devient de plus en plus populaire et que on a une croissance énorme en fait du nombre de personnes qui pratiquent la course en sentier. Donc c'est vraiment cool. Donc pour revenir sur ton parcours là, Elliot, donc tu as eu un début de carrière très très prometteur, avec la Black Canyon, tu as participé aussi à la Western State en 2021 et tu as eu un parcours en dents de scie, aussi avec des contre-performances, tu as eu des blessures, du surentraînement. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, en fait, je suis allé faire Black Canyon, justement. C'était une course en hiver, c'était en février. Puis j'ai toujours fait de la maçonnerie, puis entrelacé aussi avec du travail en boutique, là, comme conseiller de produits naturels. Et cette année-là, j'avais juste fait une saison de maçonnerie. Fait que je tombais sur le chômage l'hiver, puis j'avais vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner. Et c'est là que je me suis mis à faire gros du volume, vraiment plus qu'à l'habitude. Je me souviens avoir fait des 200 kilos semaine pour ma préparation pour Black Canyon. Je me souviens, je checkais l'estrada de Hayden House qui faisait la course aussi, puis on faisait quasiment le même volume. Puis j'étais comme, oh shit, c'est vraiment bon, puis ça regarde bien, tu sais, la santé était là. Puis finalement, j'arrive à Black Canyon, une bonne course, j'étais en shape, j'ai réussi à manger tout le long, puis j'ai réussi à finir là, en 3e position. Puis justement, d'habitude, le Golden Ticket, c'est les 2 premières positions qui l'ont. Mais Hayden House, il avait déjà son ticket via l'Ultra Trail World Tour pour la Western State. Donc, à ce moment-là, ça a tombé à la 2e et la 3e position. Puis ce qui est vraiment intéressant, en tout cas, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été vraiment dommage parce que j'ai fini seulement, je pense, 8 secondes derrière Charlie Ware, le 2e qui avait eu son ticket aussi. C'est juste dans le dernier kilo que je l'ai aperçu, puis je poussais vraiment fort pour aller le chercher. Mais tu sais, quand il te reste 1 kilo sur 100 pour aller rechercher quelqu'un, il faut vraiment que tu fasses un méchant sprint. Là. Donc, 3e place au Black Canyon. Donc, tu as gagné ton Golden Ticket pour la Western State donc en 2021. Ça me mène à gagner le Golden Ticket, ce qui est vraiment nice, mais en même temps, c'est OK, maintenant, il faut que je m'entraîne pour 160 kilos, puis ça serait mon premier, puis c'est la Western State. C'est quand même un gros challenge. Fait que j'ai pas trop tardé. J'ai fait un gros training block pour me mener jusqu'à la Western State. T'avais quoi? T'avais 2 mois de training entre les deux ou c'est quoi février, ça tombe à juin, non, un peu plus quand même. Ouais. Je pense que ceux qui ont tout juste 2 mois, c'est quand tu fais The Canyon qui en a. Ah ouais, exact. Ouais. Ça, c'est challengeant. Parce que là, t'as vraiment plus beaucoup de temps. Il faut quasiment que The Canyon, la race pour se qualifier, fasse partie de ta préparation pour la Western State, en fait. Faut peut-être déjà commencer tes blocs là, d'entraînement. Ben, selon moi, c'est ce que je fais en tout cas si j'irais pour cette course-là. Ouais. Et donc là, tu t'es présenté sur la Western déjà avec certaines blessures quoi, ou certains inconforts justement physiques? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, finalement, elle a été annulée. En fait, elle n'a pas été. As-tu été annulée? Non, ma mémoire n'est pas trop bonne. Mais en fait, on avait le choix de la reporter à cause de la pandémie. Parce que quand j'ai fini Black Canyon, en fait, la pandémie a commencé. Là. Tu le voyais dans les aéroports, le monde portait le masque. Puis, tu sais, nous, au Québec, on le voyait pas encore trop, mais à l'international, là, ça commençait. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai décidé de pas y aller. Puis, peut-être tu peux me le dire, là, mais je sais pas s'il avait annulé cette année-là. On dirait que j'ai un blanc de mémoire. Si la West, elle avait eu lieu. Je suis plus certain. Honnêtement, je ne penserais pas parce qu'à mon avis, toutes les courses de cette année ont été reportées ou annulées. Donc, c'est possible que ce soit ça. Ouais. Fait que finalement, là, ça me menait à 2021 pour ma participation à la Western State. Ce qui est une bonne chose, c'est en même temps, je l'ai pas vu comme une grosse déception parce que ça me laissait beaucoup plus de temps pour être prête pour un 160 kilos. Ça me laissait le temps de mettre le bon millage puis vraiment de tester la nutrition, tester vraiment tous les aspects que je connais vraiment pas passer 120 kilos parce que c'est ça ma plus grosse distance, en fait, 125 kilos. Fait que ça a été bien, mais c'est là que les choses se sont compliquées un peu.
Je me suis mis à avoir vraiment de la difficulté à pousser dans tous mes entraînements en intensité. Assez pour que là, je dise, OK, il y a vraiment pas qui va pas. Je suis juste capable de faire du zone 1, du zone 2. Puis la minute que je veux pousser, ben ça marche pas. Puis tu sais, j'avais l'impression d'être moins bon que quand j'ai commencé à courir. Là, puis ça fait une couple d'années là, maintenant que je cours. Fait que... Puis c'était quoi tes symptômes? C'était que tu étais essoufflé? C'est que tu avais mal aux jambes? C'était quoi? Ouais. Tu te sentais fatigué tout simplement? Ou... Ben, aucune puissance musculaire. Tu sais, je le sentais, là, aucun kick. Puis avant aussi, mettons, dans des intervalles, si quelqu'un m'accote un peu puis qu'on est neck to neck, j'avais une drive un peu. Tu sais, je suis pas ultra, je suis quand même compétitif, mais pas ultra compétitif, mais quand même, quand il y a des gens à côté de moi qui poussent, ça me motive, puis je pousse aussi. Puis là, c'est comme il y avait rien qui se passait. C'était inerte, là. C'est comme quelqu'un me passe, là, bah, genre, je m'en fous. Puis ça, je trouvais ça bizarre un peu. C'est comme ça affectait même mes émotions, en fait. Puis c'est là que j'ai réalisé, en faisant des tests, j'ai dit à mon médecin, là, il faudrait peut-être tester ça, parce que j'avais comme des doutes que ça pouvait être la testo, soit le fer ou la vitamine D aussi qui aurait pu être basse. Puis finalement, ben, c'est la testostérone qui était vraiment hors norme là, pour mon âge. Donc, c'est pour ça, aucune puissance musculaire là, à l'époque. Et ça, c'est lié, en fait, c'est un symptôme qui est lié au surentraînement ou comment ça s'explique? Ouais, ben ça peut être en lien avec le surentraînement. Fait que là, il fallait valider plein d'autres choses pour comme pouvoir dire que ça vient vraiment de l'entraînement. Mais tu sais, ça fait gros du sens aussi avec tout ce qui s'était passé cette année-là. Parce que j'avais fait Arikana aussi, que j'avais fini 2e position. Puis ce qui était vraiment ambitieux, c'est que j'avais enchaîné une semaine après l'Ultra Trail Beluga, qui est un 45 kilos, qui avait super bien été. Tu sais, j'avais fini 2e UTHC, 1er à Beluga. Puis après ça, ben, j'ai essayé d'enchaîner vite un autre gros bloc d'entraînement en D+, pour faire un Everesting que j'ai tenté, puis j'ai abandonné, je pense, rendu à 7000 mètres de D+, de quoi du genre. Fait que c'est à partir de là, je te dirais que les problèmes ils ont commencé, là, que je suis jamais revenu de ça après. Je me souviens de ce projet de Everesting que d'ailleurs on avait supporté avec NAC, que tu avais fait d'ailleurs pendant la période de la COVID, c'est ça? Exact. Durant la COVID, c'était ça qu'il y avait de le fun à faire. Il y avait Ryan Atkin ici dans la région qui avait essayé. J'ai décidé d'aller dans la même côte que lui à Sutton. Je trouvais ça super motivant. Je m'étais bien entraîné pour ça. Puis la journée que j'ai voulu faire ça, finalement, ça a été la plus froide. Tu sais, c'était en octobre encore. Je pense que c'est quasiment le week-end de l'Halloween, je me semble. Fait que fin octobre. Puis il faisait moins 15 le matin que je suis parti. C'était terrible. Je me souviens, il fallait que je parte avec le manteau d'hiver. Puis finalement, ce qui m'avait empêché de terminer, là, c'est vraiment des problèmes gastriques. Mon ventre il avait gonflé, c'était ultra douloureux dans la descente. Puis j'avais aussi ma bandelette qui était déjà bien mal en point, là, que j'avais commencé à sentir à partir de ce 3000 mètres. Puis c'était vraiment souffrant. Ouais, t'as enchaîné 3 gros défis en l'espace d'1 mois. Donc ton corps, à mon avis, il n'a pas eu le temps de bien récupérer. Non, exact. J'ai été ambitieux aussi de comment j'avais, tu sais, je m'auto-coachais aussi, fait que c'est comme facile de faire des erreurs du genre, là. T'es passionné, tu viens d'avoir 2 belles perfos, puis t'es tenté de juste continuer sur ce high-là un peu, puis c'est ça qui est dangereux, puis malheureusement, c'est ça que j'ai fait. Mais c'est ça, fait que les problèmes sont partis clairement de ces 3 courses-là où ce que j'ai pas laissé le temps à mon corps de récupérer. Ça a été quoi du fait le processus un petit peu de guérison et les choses que tu as mises en place pour changer les choses? Je sais que tu as assez récemment en fait commencé à travailler avec un coach qui est Reza Hab, qui t'a beaucoup aidé à passer à travers ça. Est-ce que ça a été ça l'élément déclencheur ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses avant? Je te dirais que ça l'a vraiment aidé, ouais. Avec Reza Hab, c'est à partir de l'année dernière quand j'ai essayé Arikana. Je m'étais réinscrit à la course. J'avais pas les meilleures sensations non plus. Je savais que le problème n'était pas réglé, mais je me disais, OK, le zone 1, zone 2, ça fonctionne bien. Fait que je vais l'essayer. Puis finalement, je me suis retrouvé à abandonner la course à 80 kilos pour, encore une fois, des problèmes gastriques. Et je me rappelle, le lendemain, j'étais allé sur le site de l'UTHC, puis Reza Hab était là pour faire déguster des cafés avec Capic, comme cette année.
Puis je me souviens, il vient me voir puis il me dit « Hey, Elliot, là, il faut que tu arrêtes de manger du sucre. On va arranger ta nutrition puis on va te remettre sur pied. » Puis le premier lien s'est fait là. Ray m'a tout de suite donné plein de trucs qu'il a continué à me donner aussi via Instagram après. Puis moi, à ce moment-là, j'étais coaché par Aiden Hawks que j'étais allé chercher comme coach juste après la Western State. Puis à ce moment-là, c'était juste beaucoup trop dispendieux avec le taux de change en plus. Il fallait que je convertisse tout Canadien-US. Ça devenait vraiment trop cher. C'était vraiment des bons plans d'entraînement, mais fallait que je pense aussi à de quoi d'un peu plus économique parce que c'est ça. Je trouvais que c'était quand même hors de prix pour juste un coach. Fait que c'est là que j'ai demandé à Ray, j'ai dit « Hey, by the way, est-ce que tu coaches, toi? » Il me dit « Ouais, ben j'ai déjà coaché. Là, en ce moment, j'ai pas eu trop de temps. » Mais il dit « Si c'est pour te coacher, toi, let's go. Genre, on le fait, puis je vais t'aider, puis je vais t'aider à revenir au top. » Puis je pense qu'il a quand même réussi son pari parce que là, jusqu'à date, tout va bien. Ouais, bah c'est super intéressant et j'aimerais approfondir un petit peu la partie nutrition en fait qui a été aussi un peu un problème supplémentaire dont tu as souffert en fait dans tes longues distances. Ça a été quoi un petit peu les conseils justement de Ray à ce niveau-là? Tu mentionnais justement de pas avoir une alimentation qui tienne juste sur les sucres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, exact. Ray dit c'est beaucoup trop de sucre pour ton corps. Puis c'est vrai, j'essaie de rouler juste sur des gels, puis c'est facile aussi de tomber. Tu as toutes les recommandations comme 90 grammes de glucides à l'heure. Puis là, quand tu veux atteindre ce ratio-là, tu te dis, bah, ça prend absolument des gels. Puis souvent, c'est un équivalent un peu de 4 gels à l'heure. Fait que je me suis entêté un peu à essayer de respecter ça. Je me disais aussi, bon, il faut que j'entraîne mon corps à l'effort à être capable de le prendre. Fait qu'en training, j'essayais beaucoup ça. J'en passais beaucoup de gel. Puis finalement, pour réaliser que, peut-être pour moi, 90 grammes de glucides à l'heure en ce moment, c'est juste pas réalisable. Puis je me suis juste trop entêté à essayer de consommer ça. Puis à chaque fois, ça finit que ça va bien comme pour 4 heures. Après ça, mon estomac ne veut plus rien savoir. Fait que je me suis dit, bon, je suis peut-être mieux là, de switcher ça. Puis c'est là que Ray est venu avec l'idée les purées de patates douces que je trouve qui fonctionnent vraiment à merveille. C'est des glucides, mais des glucides complexes qui vont être assimilés beaucoup plus tranquillement au niveau intestinal, qui vont avoir un bon ratio aussi avec de l'eau. C'est pas juste du concentré en sucre. Fait que ça jusqu'à maintenant, en tout cas, ça fonctionne super bien. Je peux mettre des épices dedans, de l'huile un peu pour ajouter un peu de calories et du sel pour les électrolytes. Fait que ça a été comme une recette gagnante, un des trucs les clés qui a fait en sorte que j'ai arrêté d'avoir des problèmes gastriques. Est-ce que tu mixes dans tes purées justement donc un sucre plus lent qu'on appelle donc les sucres complexes comme les sucres de patates douces et tout ça avec un sucre plus rapide, des sucres plus simples comme ça pourrait être du sirop d'érable ou tu vois d'autres sucres un petit peu plus rapides d'action en fait et qui rentrent un peu plus rapidement dans le sang? J'ai déjà pensé, mais en même temps, sirop d'érable, je l'ai déjà testé beaucoup. Ça passe sur des pas longs training, mais si en ultra, ça va me créer des problèmes gastriques aussi. Fait que je me suis concentré à juste rouler sur les patates douces. Et jusqu'à tout récemment, là, vous avez sorti le drink mix aussi, que je trouvais super intéressant. Je me suis mis à l'essayer tout de suite en training. En training, ça a passé. Après ça, je me suis mis à tester en course aussi. Ça passe super bien, en autant que je respecte des ratios aussi qui me conviennent. Moi, c'est un peu... je roule un petit peu en dessous des recommandations à ce niveau-là. Je suis comme à 1 scoop, allez, 1,5 scoop par soft flask de 500 ml. Puis jusqu'à date, c'est ça qui va bien. Puis tu bois à peu près 500 ml à l'heure ou tu vas chercher un peu plus de liquide par heure? Au moins 500 ml à l'heure quand c'est pas trop chaud. Sinon, je bois jusqu'à 1 litre. Fait que ça va être vraiment la chaleur qui va dicter un peu combien je vais boire, mais je ne changerai pas vraiment le ratio de drink mix à l'intérieur parce que c'est aussi c'est mes calories. Et comment tu les mixes avec tes purées? En fait, la purée, j'entraîne une sur moi à l'heure. Fait que je prends une purée à l'heure. Et je prends de 500 ml à aller 1 litre d'électrolyte. Fait que je traîne sur moi habituellement soit dans ma belt ou
ou dans ma veste. Là. Ben, habituellement, quand je peux avoir juste une belt et qu'il n'y a pas trop de matériel obligatoire, c'est tout le temps dans ma belt que je vais les mettre. Là. Et du coup, est-ce que tu as un objectif spécifique, que ce soit au niveau des glucides que tu souhaites absorber par heure? Tu parlais de 90 grammes de glucides. Est-ce que tu as revu ça à un différent niveau et en changeant les types de glucides que tu vas ingérer? Ou est-ce que tu as basculé sur un autre modèle de calcul qui peut être de la calorie ou autre chose? Je pense que ça rentrerait mieux en calories dans le sens que je ne vais pas focuser sur le nombre de glucides. Et nous, il faudrait que je le calcule tout dans la purée. Là, ça représente quoi exactement? Puis, je me suis pas vraiment donné le trouble de le faire. Là. Mais je pense que ça tourne au moins alentour de 150 grammes par purée là, que je vais prendre à l'heure de calories. Puis là, avec le drink mix, je dois facilement tomber dans les 300 calories à l'heure. À ce niveau-là, ça fait du sens. Après ça, combien de glucides que c'est exactement, je ne sais pas. Puis c'est ça, je veux plus trop me prendre la tête avec ça. Si c'est ça qui passe, c'est ça qui fait en sorte que j'ai pas de problème gastrique de me rendre jusqu'à la fin, même s'il me manquait un peu d'énergie, au final, c'est winner pour moi parce que je pourrais avoir toute l'énergie du monde, mais si j'ai des problèmes gastriques, à ce moment-là, c'est impossible pour moi de finir. On dirait que c'est la pire douleur. Je peux courir sur des chevilles foulées. Je l'ai déjà fait finir des races sur une cheville vraiment en piètre état ou sinon avec une blessure qui fait très mal. Mais on dirait que ce genre de douleur-là, au niveau des viscères, là, c'est tout de suite pour moi, c'est comme j'ai plus de fun, puis ça me tente plus, ça m'enlève toute ma motivation. Fait que c'est vraiment de quoi que je fais attention là, que ça n'arrive pas durant les courses. Info, 300 calories, là, c'est à peu près dans les eaux dans lesquelles Mathieu Blanchard tournait à l'UTMB, entre 250 et 300 calories par heure. Ouais, exact. Ouais, j'ai écouté le podcast, puis justement, lui aussi, il roule sur de la purée aussi, que lui, il se garde pour les ravitaux. Ça me fait douter un peu. Moi, quand je regarde toutes les autres, je suis comme tout le temps, shit, je devrais faire ça de même. Ou, quand tu regardes la nutrition des autres, on dirait que c'est facile de dire, il faudrait que j'intègre telle affaire ou telle chose. Lui, je sais qu'il ne traîne pas sur lui parce que le ratio poids qu'il expliquait, là, c'était pas optimal. Mais c'est ça. Là, en ce moment, pour moi, c'est ça qui fonctionne. Fait que je vais continuer un peu de rouler là-dessus. Mais c'est sûr, si je suis capable d'improve puis de rajouter peut-être un gel ici et là, mais pourquoi pas, tu sais, si je trouve un gel qui fonctionne bien puis que je respecte la bonne quantité de pas trop en prendre, je dis pas non à rajouter autre chose aussi à ce protocole-là là, qui en ce moment consiste juste à 2 choses. Donc, je pense qu'il y a place à l'amélioration. Et justement, en parlant d'amélioration, toi, ça fait donc 3 fois que tu prenais le départ en fait de l'UTHC. Donc, comme on disait, la première année où tu arrives à faire une 2e place, la 2e année où tu fais un DNF, et finalement cette année-là, tu vois, où t'es allé la remporter. Est-ce que tu as eu un modèle de préparation différent avant cette course-là, et comment tu as apprivoisé en fait donc de te rendre sur la ligne de départ pour la 3e fois, quoi? Ouais, ben les trainings avec Ray sont vraiment différents. On revient un peu à ça aussi dans les trucs qui ont fait en sorte qu'il m'a vraiment aidé. Mais il m'offre toujours au moins 1 à 2 journées de repos. Puis les tapers aussi sont quand même plus agressifs que ce que je faisais avant, dans le sens que je vais quand même pas mal moins courir la semaine de la course. C'est des choses que j'avais de la difficulté à faire avant. J'avais de la difficulté à me dire que j'allais prendre des pauses. Je suis quelqu'un d'assez intense puis de dur avec moi-même. Fait que quand je m'entraîne, j'avais toujours la philosophie de me dire, il faut que j'en fasse le maximum si je veux atteindre mes rêves, si je veux atteindre mes gros objectifs qui sont ambitieux. Puis tu vois, ça a peut-être été un couteau à double tranchant. Puis Ray, il a tout de suite vu ça. Il a tout de suite mis l'emphase sur la récupération. Fait que ça, je te dirais, dans mon approche, ça a été vraiment quelque chose qui a changé puis qui a été bénéfique. Il y a aussi le type d'entraînement. Je me suis mis à faire beaucoup de zone 1, zone 2 pour réoxygéner mon corps. Gros des trainings aussi avec la respiration que par le nez. Ça, à ce moment-là, je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts aussi, c'est vraiment super intéressant. J'encourage les gens à le tester aussi. Mais quand tu fais de la respiration par le nez, mais tu n'as pas le choix d'être en zone 1, zone 2. Ouais, je t'ai entendu en parler et je l'ai du coup moi-même testé sur différentes runs, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Et puis je trouve que le terme d'oxygéner son corps, en fait, c'est vraiment une bonne image à avoir en tête, parce que c'est vraiment la sensation que tu as quand tu fais cet exercice-là. Et effectivement, tu peux pas monter trop en intensité. Donc je trouve que c'est assez bien pour te forcer aussi des fois à respecter des allures, parce que ça va vite quand tu cours un peu dans la forêt, t'es un peu excité.
t'as tendance à te pousser un peu plus que ce que tu devrais des fois sur des entraînements. Et je trouve que c'est bien pour te garder aussi à un rythme un peu plus relax et que ça permet vachement, je trouve, de s'évader. Et c'est assez méditatif, je trouve, comme mode d'entraînement et de respiration sur les entraînements. Et je te remercie de m'avoir fait découvrir ça parce que du coup, grâce à toi maintenant, je le fais assez régulièrement. Ah, ça fait plaisir. Moi, en fait, je suis pour rien. C'est vraiment Ray qui m'a introduit à ce concept d'entraînement-là. Puis je trouve ça génial, moi aussi. Comme tu le dis, tu frappes une montée, puis tu essaies de respirer par le nez, puis tu dis, oh merde, faut que je marche. Là. Si je veux respirer par le nez, faut vraiment que je marche. Puis, faites le test, mais la plupart des gens vont pas s'autoriser à marcher dans un training. On va toujours vouloir trottiner, mais c'est en respirant par le nez, si tu veux vraiment le respecter à 100%, tu vas vraiment savoir exactement quand il faut que tu marches sans même te poser la question. Ça va être juste trop évident. Faut que je marche, j'ai pas le choix. Sinon, tu as tout de suite le désir de vouloir respirer par la bouche. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi avec le nose breathing comme ça, c'est que ça pratique le corps à mieux utiliser l'oxygène, en fait. Quand on respire par la bouche puis qu'on va juste aller chercher un gros amont d'oxygène, ça va pas faire en sorte que ton hémoglobine va délier son oxygène puis aller la porter au tissu. Donc, ça, c'est un phénomène qui est super bien expliqué dans le livre Oxygen Advantage ou Advantage Oxygen. Non, Oxygen Advantage, je pense. Puis, c'est un concept que je vous encourage à aller lire. Là. C'est super intéressant. Ça a des bienfaits, pas juste pour non plus la course à pied. Là. C'est bon pour l'organisme. Super intéressant. Est-ce que tu peux être un peu plus spécifique sur la récupération? Tu disais donc que tu étais plus agressif là-dessus avant tes courses. Avant combien tu prenais de jours de repos avant le jour de la course? Et maintenant, combien est-ce que tu en prends? C'est quoi la différence? Avant, je faisais juste diminuer mon millage. Mettons, par exemple, si je faisais du 120 kilos semaine, mais là, je redescendais plus dans de quoi comme 80 kilos, puis la semaine suivante, plus un 50 kilos. Je faisais juste diminuer. Puis maintenant, c'est pas rare que j'ai comme 3 jours dans la semaine qui vont être off complètement. Et je vais vraiment axer aussi sur manger pas mal plus. Là. J'essaie de manger plein de bons gras, de manger plus de protéines. Maintenant, j'intègre la poudre NAC à chaque jour. En fait, je me fais toujours un gros smoothie avec plein de fruits qui vont être riches en antioxydants. Je mets du céleri, je mets de la spiruline là-dedans. Fait que j'axe vraiment... quand c'est un day off, c'est vraiment un day off. Puis je m'assure de bien récupérer tant au niveau nutritionnel que sur le plan physique aussi, où je vais rien faire. À la limite, peut-être juste aller faire une marche avec mon chien, mais j'essaie de vraiment respecter ça. Là. Est-ce que tu as travaillé sur le sommeil également, par hasard? Sommeil, non, parce que je te dirais, je suis quand même assez chanceux là-dessus. J'ai pas de difficulté, premièrement, à m'endormir, puis je pense que j'ai relativement quand même un bon sommeil. C'est sûr, je sais pas à quel point ça vaut de quoi les valeurs sur la montre, là, mais si je me fais ma montre, j'ai toujours beaucoup d'heures de sommeil profond, fait que je pense pas que c'est nécessairement un problème, mais je sais que certains athlètes vont avoir de la misère. Puis en même temps aussi, d'avoir de la difficulté à dormir, ça peut être un reflet de surentraînement. Puis si on voit un changement aussi, mettons si on dort tout le temps mal, ça va être dur à percevoir, mais souvent si tu te réveilles la nuit en sursaut ou juste que tu te réveilles avec un peu des sueurs, quoi que ce soit du genre qui est anormal durant ton sommeil, c'est un bon signe que peut-être c'est une journée de repos qui serait bénéfique parce que je l'ai remarqué, moi, c'est comme quand je dormais puis j'étais surentraîné, souvent je me réveillais comme en sursaut la nuit, puis c'est un signe que le cortisol il est toujours trop haut. Ça, c'est le cortisol, c'est l'hormone du stress. Puis quand ça reste trop haut, mais tu récupères pas bien. Ton corps il reste tout le temps stressé. Puis justement, la nuit, tu es prêt de rentrer en sommeil profond puis de récupérer. C'est peut-être ce qui arrive des fois dans les nuits de post-course aussi. Tu dors trop mal. Tu dors trop mal parce que tu as les jambes qui sont fracassées et puis tu as le palpitant qui continue à taper. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça doit être très lié aussi à tes entraînements, c'est clair. Ouais, mais ça, c'est intéressant. On n'en parle pas beaucoup comme les jours après un ultra. Oui, OK, on a les jambes cassées, mais moi, c'est pas rare. Premier 80 justement que je racontais tantôt là, avec Mathieu Blanchard dans l'État de New York. Je me souviens, la première nuit, là, c'était terrible. Là. C'est comme si je faisais de la fièvre, chaud-froid. Tu le vois que c'est super exigeant pour le corps, puis ça fait réaliser à quel point aussi il faut que tu prennes le temps de bien récupérer, hein, parce que ça choque le corps.
On va rentrer un peu dans la course, là, dans l'UTHC 125 que tu as remporté là, cette année, donc en 14h43, 125 km. Le deuxième termine 2 heures derrière toi. Raconte-nous un peu de ta course. Donc, l'arrivée, tu sais, sur la ligne de départ. Je crois que c'est Will et Jérémy qui t'ont emmené en voiture au départ de la course. Ouais. C'était quoi l'ambiance? Ouais, c'était vraiment cool l'ambiance. J'ai été chanceux justement d'être accompagné par Jérémy puis Will. Il y avait GoFret aussi dans le tour. Fait que tu sais, ça détend, ça fait penser à autre chose. Comme ça, tu sais, des fois quand t'es trop focus puis tu fais juste tes affaires toute seule, mais tu te mets à trop penser là, en ayant des gens avec moi, c'était plus le fun, puis c'était plus relax comme ambiance. Fait que déjà là, c'était bien parti. J'ai pas été stressé aussi. Ce qui est le fun avec Arikana, c'est que c'est un départ à 1 heure. Puis ça c'est bien parce que tu te lèves, tu te réveilles, puis c'est pas comme sur le gros rush, là, comme à 4 heures du matin ou que l'alarme sonne, puis c'est pas tes heures habituelles. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable à ce niveau-là. Puis on dirait que c'est des heures qui me conviennent bien quand même pour racer. En même temps, on ne choisit pas toujours, là, mais pour ça, c'était bien. Puis c'est ça. Fait que là, j'arrive sur le départ. Arikana, c'est un 4 km qui est assez roulant au début. Fait que je voulais quand même faire ma place pour arriver dans la single track pas mal où ce que je voulais me situer dedans le groupe. Fait que j'ai essayé de mener ces 4 kilos-là. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un peu que les gars en avant, tu avais, comment ça s'appelle déjà? J'ai un blanc. Il y a le design. Flo. Ouais. Florent, ouais, exact. Florent, il est parti, après ça, après 2 kilos, il est parti un peu devant avec quelqu'un d'autre que je me souviens plus son nom, désolé. Et là, je les ai laissés partir un peu parce que là, j'ai regardé ma montre, puis on était à 3,50. Je suis comme, ouais, la journée va être longue. C'est comme, oui, il faut partir vite, il faut essayer d'aller faire sa place, mais en même temps, là, je trouvais que c'était un peu trop rapide. Fait que je suis revenu plus à du 4 minutes, 10 kilos, 4,20. Là, on est rentré dans le single track. Puis je t'avais dit, Elliot, tu sais, pendant tout le long du trajet en voiture, en allant devant la ligne d'arrivée, je te disais, Elliot, la course, elle commence à la mi-course. Ah ouais, tu me donnais pas le droit. Tu me donnais pas le droit d'ouvrir avant ça. Fait que c'est vrai, c'est vraiment resté dans ma tête. Je suis comme, non, j'ai pas le droit de racer avant qu'on arrive à mi-course. Puis c'est bon d'avoir un mindset comme ça parce qu'un ultra, tu vois sur le long terme. C'est justement, la journée est longue. C'est 14 heures là, d'effort. Fait que ça sert à rien d'aller se cramer dans les 4 premiers kilos. Fait que non, ça, j'ai gardé en tête. Mais déjà, dès la première montée, je te dirais que je cherchais vraiment mon souffle. Je sais pas si c'est l'humidité. Il y a vraiment eu je pense, de tough pour tout le monde cette année-là. Grosse chaleur, l'humidité. Puis moi, j'avais de la difficulté à respirer. Mais j'essaie vraiment de truquer mon mental en me disant, OK, genre, laisse ça aller, porte pas trop d'attention à tes feelings, ça va se replacer. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire. Puis finalement, ça l'a vraiment pas lâché jusqu'à les Morios qui ont à 35 kilos. Mais j'ai réussi à prendre avantage dans les downhills. Il y a des downhills super techniques dans la première section. Puis moi, j'adore ça. Je suis vraiment fort. Fait qu'au moins en downhill, la respiration était facile. C'était pratiquement si je fournissais pas d'efforts. Puis j'essayais de me ménager vraiment dans toutes les montées que je prenais. Raconte un peu les Morios, parce que je crois qu'à ce moment-là, c'était difficile et je crois qu'il y a Mathieu d'ailleurs qui t'a accompagné sur cette montée-là. Tu m'as dit que tu as pensé à abandonner parce que tu te sentais mal et les sensations n'étaient pas là. Ouais, donc, exact. Comment tu as vécu ce moment-là? Ouais, quand même assez difficile, je te dirais. Je savais dans quoi je m'embarquais. Tu sais, les Morios, chaque fois que j'ai fait Arikana, je me suis rendu au moins aux Morios. Fait que c'était la 4e fois que je me rendais là. Je savais exactement ce qui m'attendait. Et à ce moment-là, j'étais arrivé premier. Puis il y avait Florent qui était vraiment pas loin derrière, il me semble. Là, j'ai pas eu les splits exacts, mais je sais qu'il... Je pense qu'il était 4 minutes derrière ou quelque chose comme ça. Il était pas très loin. Fait que je commence la montée, j'essaie de pas trop m'en faire avec mes sensations encore une fois, puis de me dire que ça va passer, mais plus on monte, plus c'est vraiment dur à respirer, c'est de l'acide lactique complet dans mes bras, puis pourtant, c'est ça qui était étrange. Je respectais mon pace de justement ne pas ouvrir avant la mi-course. Fait que ça m'inquiétait beaucoup parce que je respecte mon allure, je vais pas trop vite, puis j'ai vraiment des sensations de merde. Fait que
Mais en fait, ce qui était très difficile à ressentir, je pense, pour tout le monde, c'était à quel point, justement, il y avait une humidité qui était très, très pesante. Moi, la montée des Morios, je l'ai fait juste avant vous pour aller vous attendre en haut. Et même en montant à un pace très modéré, en fait, j'ai énormément transpiré et je me suis dit que forcément, ça allait être une partie qui allait être très difficile pour tout le monde parce que quand tu as tendance à te sentir mal comme ça, t'imagines pas que c'est la même chose pour tout le monde et que tout le monde est en train de se sentir mal. Et en fait, tout le monde est en train d'essayer de respecter le pace qui s'était fixé dans sa tête alors que c'est déjà un pace qui est entre guillemets un peu trop rapide par rapport aux conditions de la journée et c'est très difficile à ressentir quand tu es dans l'adrénaline de la course. Et là, on est au Morios, on est au 35e kilomètre, 30-35e kilomètre de la course, quoi. Tout à fait. Tu l'as vraiment bien dit. C'est ça. Je respectais mon allure, mais l'intensité que je ressentais, elle était énorme, là. Puis c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'humidité. J'ai pas mis le doigt sur ce que c'était, puis en même temps, c'est pas bien grave. J'ai réussi à passer au travers, c'est ce qui compte. Puis c'est ça, je me disais en même temps, tu sais, quand ça va mal comme ça, tu essaies de te rattacher à de quoi de plus positif. Là, je sais que tout le monde dans cette montée-là, il avait l'impression que j'étais ultra négatif, mais en même temps, oui, j'ai comme pensé à abandonner dans le sens que je suis comme, bah, OK, c'est pas ma journée, tu sais, je vais faire la petite boucle puis on va arrêter ça là. Et en même temps, c'est là que j'ai commencé à me dire dans ma tête, mais ça doit être dur pour tout le monde. J'ai pas de problème gastrique, fait que j'ai pas vraiment de raison valable d'arrêter. C'est juste dur. Ça va être une méchante belle expérience de passer au travers. Ça, c'est ce qui se passait dans ma tête un peu, mais c'est sûr que quand Mathieu, lui, me parlait, ouais, il devait trouver que j'étais dans un moment dur parce que je lui faisais part de vraiment mes sensations, comme quoi ça brûlait, que la respiration était difficile. Puis quand je t'ai vu en haut aussi. Ouais, c'est les premières choses que tu m'as dites, je pense, quand on s'est vu, c'est difficile, je suis pas bien, j'ai pas les jambes. C'est vrai que tu étais dans une spirale un petit peu qui paraissait, en tout cas d'extérieur, un petit peu négative. Et Ouais. quand on a fait cette descente là ensemble, je me suis dit il faut que j'arrive à te faire penser à des choses plus positives, tu vois. Donc j'ai essayé de rentrer dans des discussions avec toi pour te permettre de t'évader un peu, de pas te presser, tu vois, de te laisser entendre que tu avais le temps, tu avais de l'avance, tu vois, sur les personnes derrière toi, que tu avais le droit de ralentir, de t'écouter. Et c'est vrai que c'était très intéressant toute cette partie-là parce que je sais pas combien de temps a duré la descente, mais je dirais peut-être une vingtaine de minutes, tu vois, pour descendre les Morios. Ouais. Et tu étais exactement sur les temps que tu t'étais fixé. Et c'est vrai qu'on a eu de beaucoup échanger et j'ai vu vraiment l'évolution de ton mindset tout au long de la descente parce que tu commençais à prendre de plus en plus de plaisir. Tu arrivais à descendre quand même à un pace qui était vraiment relevé. Enfin, moi qui avait pas autant de kilomètres que toi dans les jambes, je l'ai senti vraiment sur la descente et j'ai senti vraiment que tu devenais de plus en plus positif par rapport à la suite de la course et qu'il fallait encore attendre et que c'est normal, il y a des bas dans un ultra et que tu savais que la partie plus positive allait revenir et allait arriver, quoi. Ouais, Et j'ai vraiment vu le changement d'état d'esprit tout au long. Comment ça s'est passé, toi, dans ta tête maintenant avec du recul? Comment tu as vécu tout ce moment-là, quoi? Ah ben 100%, mais tu sais, je suis comme je file pas mes pensées quand je cours là, je suis 100%, ben en fait, j'essaie d'être dans la vie tout le temps 100% authentique. Fait que moi, quand je montais, c'est mon bout de rough. La montée, c'est ma bête noire. C'est pas quelque chose que je maîtrise, en tout cas, du moins pas maintenant. Je me suis amélioré, mais c'est pas de quoi que j'ai une facilité. Fait que durant ce moment-là, j'étais dans un gros down, puis j'exprimais justement mon down. Mais je savais qu'en montant, si je survivais bien cette montée-là, puis que je faisais une belle descente, puis j'avais pas de problème, c'est sûr que le moral allait revenir, parce que les downhill, c'est mon gros fun. Si je fournis presque pas d'efforts dans cette situation-là. Fait que le switch, je te dirais, c'est vraiment fait là quand on s'est mis à descendre. Puis surtout quand tu m'as dit que je respectais mes temps. Quand je jasais avec Mathieu, il avait l'air de dire vous êtes quand même pas mal plus lent que l'année dernière. Puis quand j'arrive en haut, toi, tu m'as confirmé que finalement, j'étais sur les temps qu'on avait parlé la veille, parce qu'on a eu la chance aussi de faire un plan de course ensemble, puis de voir un peu quels seraient mes temps de passage. Là, ce que je fais pas souvent pour une course, là, j'analyse pas trop habituellement, puis j'essaie d'y aller au feeling. Mais là, on avait établi un peu quel temps je devais être au Morios, puis finalement, ça m'a vraiment encouragé de savoir que j'étais sur mes temps. Je me suis dit, OK, je vais juste relaxer, je vais chiller, je vais prendre le downhill smooth, et je vais essayer de fournir aucun effort, puis on va voir après ça là, si ça passe ou ça casse. Puis finalement, je pense que ce downhill-là, c'est vraiment ce qui m'a ramené, puis qui m'a surtout ramené dans un état focus où ce que je me
je me dis, OK, là, je suis en première position. Faut juste pas que je fasse d'erreur. Puis à ce moment-là, là, je me suis mis à être en mission, là. Et je me souviens en parlant d'erreur que quand en descendant, un des premiers trucs aussi que tu me disais quand on attaquait la partie de la descente, c'est ah là c'est bon là, prochain ravito, je vais prendre du coke là. Ouais, oui. Ah ouais, je me souviens, j'étais comme, ben justement, tu sais, en nutrition sportive, tu as le plan, puis tu as aussi durant la course, qui est totalement deux choses différentes. C'est comme, on avait fait tout un bon plan nutritionnel aussi. Je savais ce que j'avais à faire, puis je sais pas pourquoi, là, à cause que j'étais cassé sûrement, le coke, là, c'est ce qui revenait tout le temps dans ma tête. Je suis comme, on dirait que j'essaierais le coke, mais en même temps, je voulais repousser ce moment-là le plus loin possible parce que le coke, OK, c'est bon au goût, puis on dirait que ça te réanime pendant quelques secondes, mais c'est pas un bon carburant, puis surtout pas pour quelqu'un comme moi qui est sujet aux problèmes gastriques. Fait que je me souviens avoir une longue discussion avec toi. C'est comme, je devrais-tu prendre du coke? Toi, tu prends-tu du coke quand tu fais ta course? Là, j'essaie de voir la vie de tout le monde un peu pour me rassurer. C'est comme, OK, genre, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de coke, mais est-ce que je le fais? Puis finalement, tu m'avais conseillé de retarder ce moment-là le plus loin possible. Je pense que c'est genre un excellent conseil. C'est ça que j'ai fait. J'ai attendu vraiment longtemps. Puis quand je me suis mis à en consommer, je prenais vraiment des petites quantités à la fois pour finalement finir la course quand même avec des bouteilles de coke que je me gardais, là, que je prenais au ravito. Mais j'ai vraiment retardé le moment le plus loin possible. Comment s'est passée la suite de la course? Parce qu'après les Morios, tu as des passages où tu as des racines, tu as de la boue. C'est aussi pour ça que l'UTHC est vraiment très, très connu. C'est un parcours assez cassant. Comment tu as vécu toutes ces parties-là? Ouais, mais après ça, tu as la montée du Noyer, qui est une longue montée, une longue approche. Ça monte pas si à pic, mais c'est une longue approche que tu dois courir tout le long, en fait. Mais en fait, si tu veux bien performer, je trouve que c'est une côte que tu dois courir pratiquement tout le long. Puis ça, c'est dur mentalement parce que tu commences à être cassé. Tu as plus de 40 kilos, puis là, faut que tu continues à jogger dans les montées. Mais pour toutes les autres années que je l'avais faites, quand j'arrivais au Noyer, j'étais tout le temps détruit. Puis là, je me sentais pas si mal que ça. Fait que ça aussi, ça m'a vraiment encouragé de comme tout le temps avoir des repères, de comme avant, je me sentais de même ici. Puis là, c'était jamais si pire. C'était pas merveilleux, mais c'était jamais catastrophique. Fait que ça me mettait en confiance. Puis après ça, après cette grosse montée-là, tu as une bonne descente technique, mais après ça, ça devient du chemin d'accès jusqu'à la mi-course 62 kilos aux Hautes-Gorges. Puis c'est un long downhill sur des chemins d'accès. Puis ça, je tripe. Ici, à Bromont, je m'entraîne beaucoup sur des chemins de campagne. Fait que c'est un peu le même genre de terrain. C'était la seule section aussi vraiment roulante de l'UTHC où ce que tu peux vraiment... tu as un bon 10 kilos que tu peux rouler super vite. Fait que là, je n'en ai profité, puis j'ai eu un regain d'énergie aussi. Je te dirais que ça a été mon high de la course. Les jambes y allaient super bien, le mental était bon, la nuit commençait à tomber. Et je m'étais dit, si j'entre dans la nuit avec des bons feelings, mais ça va être jouable, puis j'ai des bonnes chances de justement réussir à faire ce que je voulais comme objectif de temps. Fait que ça m'a mis vraiment en confiance d'arriver aux Hautes-Gorges, là, vraiment énergique. T'arrives aux Hautes-Gorges, c'est à peu près la mi-course, t'es à la tombée de la nuit. Ouais. Donc là, raconte-nous un petit peu ton ravitaillement et puis comment tu repars et comment t'attaques cette partie de nuit, quoi. Ouais, fait que j'arrive au ravito. Là, mon but, c'était vraiment... J'aime ça ne pas prendre de temps au ravito, là. Je fais des ravitos assez rapides. Là, j'avais pas d'assistance à ce ravito-là. Fait que j'avais mon drop bag. J'ai pris tout ce que j'avais besoin le plus rapidement possible. Puis encore là, je me suis laissé un peu influencer. C'est comme toujours tu veux que je te remplis telle bouteille? Là, je suis comme OK, oui. Je suis parti du ravito, je suis comme oh my God, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je pense que j'avais 5 bouteilles pleines. Je suis comme je vais pas boire ça jusqu'au jet bleu. Fait que là, je suis comme bon, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis mis à vider un peu de chaque bouteille à terre. Je suis comme bon, ça, c'est clairement un move de comme juste trop stressé. T'es en première position, on dirait que tu veux absolument manquer de rien, puis tu te mets à avoir peur un peu. En tout cas, ça, c'était drôle. Je suis reparti loader ben raide. Fait que j'ai essayé de me décharger un peu
C'est drôle parce que c'est tellement en phase avec ta personnalité, tu vois, d'être justement très yes man, tu vois, très gentil, tu vois, un peu à vouloir dire oui à tout le monde et puis à prendre toutes ces bouteilles-là avec toi. Et c'était un peu la même histoire dans ton organisation pour te rendre au départ de la course où tu me dis hey, j'ai personne pour m'emmener au départ. Est-ce que oui, ça, tu pourrais m'emmener que finalement, tu vois, il y avait personne sur certains ravitaux et tout. Et je trouve ça vraiment drôle, tu vois, dans ta manière très relaxe toujours d'aborder les choses et tu vois, d'être vraiment pas stressé, quoi. C'est vraiment excellent. Ouais, c'est ça. C'est classique mon style qui, des fois, me cause du stress parce que justement, vu que je suis pas assez stressé avant, mais là, je vais pas prévoir tout. Puis là, la minute que tu arrives au départ, puis là, que c'est pas tout organisé, ça crée un peu un stress, mais en même temps, je trouve ça le fun comme ça un peu. J'avais déjà écouté Jim Wamsley à la Western State faire un speech, puis il dit ignorance is powerful. Puis je trouvais ça tellement nice, c'est comme si c'est 100% moi, ça. Pas trop avoir planifié les choses, puis on dirait que ça va jouer en ma faveur de justement de pas trop avoir, de pas trop m'être cassé la tête avec ça, puis de me laisser surprendre par la course. Il y a toujours des choses magiques qui arrivent dans ce genre de surprise. Mine aussi, on connaît quelque chose. Alors moi, j'étais très comme ça avant. J'étais très comme ça avant. Tu sais, un peu plus dans l'insouciance et puis dans go with the flow, mais vraiment avec la maturité, puis avec les années, maintenant je planifie beaucoup plus et je vois vraiment l'impact positif du fait de mieux visualiser, de mieux préparer. Maintenant, toutes mes courses, je les fais avec un plan d'entraînement précis, avec aussi avec un fichier Excel, des temps de passage, etc. Et puis je te dire qu'il y a vraiment une grosse différence, honnêtement. Ouais, c'est clair. Ben, je travaille là-dessus justement aussi. Je te dirais que, tu sais, là, au moins cette année à Ricana, j'avais quand même regardé au moins, il était où les ravitaux, j'avais regardé un peu les temps que je devais y être. Mais c'est sûr, je laisse toujours des petits éléments surprises, hein, mais j'avais quand même regardé plus. Puis là, mes autres courses aussi, c'est des plus gros objectifs. Puis là, je vais vraiment regarder plus aussi en profondeur, puis analyser vraiment la course, qu'est-ce que je fais pas souvent, en fait. Hein. Donc là, tu es à la mi-course, tu es au haut de gorge, tu fais un petit body check, tu te sens plutôt bien en forme, tu fais ton ravito en acceptant un petit peu de mettre tout dans tes gourdes. T'as arrosé les plantes. T'as arrosé les plantes. Jusque-là, ta nutrition a plutôt bien été. Tu as été capable de rentrer ce que tu voulais en termes de boissons et de purée. Ouais, jusqu'à là, pour vrai, ça, c'était merveilleux. Je te dirais, les feelings n'étaient pas merveilleux au niveau des sensations, mais au niveau digestif, c'était parfait. J'avais encore le goût de prendre les purées. Je roulais encore une purée à l'heure. Je buvais toujours mon Dream Mix NAC. Puis ça allait super bien. Fait que encore quelque chose qui me motivait justement, puis qui m'encourageait, puis qui me disait c'était encore quand de manger, même si c'était pas les meilleures sensations, mais ça va juste continuer. Tu sais, un ultra, c'est ça en fait. Là. C'est normal d'aller moins vite à un moment donné, puis il faut juste continuer d'avancer. Mais à partir de cette section-là, ça continue quand même de bien aller. C'est assez roulant jusqu'au jet bleu, dans le sens que c'est encore technique, mais il n'y a pas trop de dénivelé. Et là, j'ai réussi à faire vraiment une belle course aussi. Je te dirais que c'est mon deuxième point fort. Ils sont comme arrivés back-à-back. Là, ça roulait super bien. Je me souviens avoir même regardé ma montre. Je suis comme, OK, ça, c'est des bonnes allures. Puis si je réussis à maintenir ça, ça va vraiment faire une belle performance. Tu connaissais ton avance sur le deuxième à ce moment-là? On m'avait dit, je pense, 40 minutes au ravito. En même temps, j'essaie de pas trop m'y fier parce que des fois, c'est pas 100% véridique comme information. Puis je voulais pas que ça me joue trop dans la tête non plus. C'est vu que j'avais pas des bonnes sensations, je me permettais pas de... Mentalement, je me disais tout le temps, non, il est derrière, puis on est à ma poursuite. Là. J'aimais mieux garder ce mindset-là que de me dire, j'ai une heure d'avance, puis je vais prendre ça chill. Ça n'aurait pas été bon, en fait. Il faut jamais que tu aies ce mindset-là un peu. Il faut que tu restes focus aussi à pas juste qu'est-ce qui se passe derrière, mais à ce que tu veux faire devant comme objectif de temps. Puis c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Je me parlais toujours à me dire, oui, tu joues pour la première position, mais tu as vraiment un temps en tête, puis j'aurais été déçu justement de ne pas m'y accrocher puis pas de réussir justement à être sous les 15 heures. Là. Donc tout du long, en fait, tu as réussi à te pousser sans avoir nécessairement la pression de quelqu'un derrière toi très proche, quoi.
Ouais, exact. Puis ce qui était le fun aussi que j'ai mis un écart comme ça, c'est que j'aime écouter mes propres sensations. Quand il y a d'autres coureurs, souvent tu es tenté à vouloir t'accrocher ou à pousser plus. Là, ce qui était le fun, d'être tout seul devant comme ça, c'est que tu fais à 100% ta propre course. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Souvent, ce que je fais, c'est il y a d'autres coureurs puis tu essaies de t'accrocher puis tu perds vraiment ton écoute de tes propres sensations. C'est un bon learning aussi pour les prochaines courses, justement, d'être peut-être plus à l'écoute de toi, de tes sensations pour éventuellement laisser partir les personnes devant pour les rattraper par la suite, quoi. Ouais, exact. Faut que tu te fasses confiance. Ça, j'ai tout le temps été confiant. C'est pas mal ma technique, en fait. C'est rare où tu vas me voir partir sur une course puis essayer d'aller chercher à tout prix la première position puis de leader la course. Là, c'est juste arrivé naturellement comme ça. Mais habituellement, je set back, j'attends vraiment avant d'ouvrir. Ça a toujours été une stratégie. Puis je pense que ça va toujours le rester aussi. Je pense qu'en ultramarathon, tu n'as pas vraiment avantage à t'épuiser sur la première section. Puis il faut vraiment que, justement, comme tu avais dit, on ouvre à la mi-course. C'est ça qui est important. Puis je pense, j'ai pas regardé mes splits, mais ça ressemble quasiment à un négatif split. C'est sûr que sur l'autre section, il y a moins de D+, fait que ça l'aide. Là. Mais j'ai réussi vraiment à rouler bien la dernière section. Là. Puis c'était vraiment tough parce que tu es toute seule dans la nuit. Il y a quand même encore des grosses sections de technique. Du jet bleu jusqu'à Coyote, c'est une longue section de 20 kilos. Fait que t'es un bon 2h30 toute seule, 100%, et il fait noir. La seule affaire que tu as comme divertissement, c'est toi et ta tête. Fait que c'est quand même challengeant de toujours rester focus dans ces situations-là. Mais ce que j'aimais à me dire, justement, c'est il y a toujours un ravito, il y a du monde qui t'attend, puis je me rattachais à cette motivation-là à chaque fois de juste revoir des gens. Et du coup, quelle a été ta stratégie en étant seul avec toi-même, tu sais, à quoi tu penses? Est-ce que tu as des techniques, des conseils à donner justement aux gens pour cette période justement très longue tu disais, une vingtaine de kilomètres entre deux ravitaux dans la nuit? C'est quoi qui te drive à ce moment-là, tu sais? Ouais, il y a un aspect qui est méditatif, tu tombes vraiment naturellement aussi juste dans ta bulle. Mais j'aime ça aussi, tu sais, mettons, à la maison, j'essaie de me motiver avant des courses, fait que t'écoutes des vidéos de trail, t'écoutes des podcasts, fait que j'essaie de me remémorer un peu soit qu'est-ce qui a été dit dans certains podcasts ou dans certaines vidéos. C'est comme là, c'est niaiseux, mais j'avais la toune du Tembe à tout bout de champ qui me partait dans la tête. Juste ça me motivait. J'étais comme... Évangéliste à fond dans la tête. Ouais, exact. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça partait en boucle dans ma tête. Puis c'était un peu comme un mantra. Finalement, là, ça arrêtait pas. Puis je me raccrochais un peu sur cette motivation-là, cette poussée d'adrénaline-là que ça procure. Puis toutes justement, la signification de ça, de la performance, mettons, de Mathieu puis de Marianne, qui était vraiment motivante. J'essaie de garder ça profond en moi, parce que souvent, tu regardes un vidéo de trail dans ton salon, tu es super motivé. Là, tu cours un ultra, puis la minute qu'il y a un moment difficile, c'est comme full facile. Ta motivation, elle fait juste partir. Fait que là, j'essayais de tout le temps la ramener. À chaque fois que ça voulait partir, tu ramènes un moment qui spark cette motivation-là. Ouais, la grosse particularité là cette année à l'UTHC, c'est que voilà, donc c'est toute la deuxième partie de la course, tu l'as fait toute seule dans la nuit. Normalement, les années précédentes, donc c'est en journée, tu rattrapais les gars des courses plus petites comme le 65 km, le 80. Donc là, c'était assez challengeant d'être tout seul dans la nuit. Je crois que donc il y a ce moment-là aussi où tu arrives au split NAC vers la fin, où tu vois aussi Jérémy là de NAC. Tu as vu aussi Rémi Leroux, donc tu as croisé quelques potes sur la course. Ça a tellement fait du bien, ça. C'était le fun aussi d'avoir un crew, justement, d'avoir la team NAC qui m'attend au split NAC. Puis j'avais un gourou aussi que j'ai cravé pendant, je te dirais... en fait, j'ai pris un gourou à 62 kilos. Puis ça m'a tellement fait du bien. Puis là, après ça, je suis comme, oh my God, genre, j'en aurais pas sur tous les autres ravitaux. Puis là, je cravais le split NAC pour arriver là puis avoir mon dernier gourou avant l'arrivée.
Quand je suis arrivé, je me souviens, la première fois, je pense que j'ai demandé, ça devait être ça, justement. Ça a été toute une orga, ce gourou. Je me souviens même que tu l'as demandé aussi quand on était au ravito de la Marmotte, donc au 35e kilo, juste après les Morios, qu'on savait plus où on avait mis les clés de la voiture et qu'on pouvait pas aller chercher le gourou dans la voiture. Donc, tu étais reparti sans, j'imagine, avec une certaine déception. Mais tu savais que tu avais ton gourou qui t'attendait au haut de gorge. Et après, le prochain endroit où l'avoir, c'était au Split, quoi. Ouais, exact. Puis je me souviens, j'étais arrivé là, je l'ai calé d'un coup, puis ça m'a vraiment fait du bien. Tu sais, une grosse shot de caféine comme ça le soir, là, ça fait du bien. Puis de revoir le monde, de revoir Rémi, puis là, personne n'était capable de me dire les splits, fait que j'étais un peu encore sur le stress, fait que j'ai pas trop tardé à ce ravito-là. Je me suis mis tout de suite à monter pour la Montagne Noire, puis je me souviens, Rémi, il filmait la course, fait qu'il est parti avec moi là, quelques minutes. Je me souviens dire, c'est comme, hey, on dirait que je suis comme un handicapé en ce moment, là, parce que c'était vraiment difficile de monter, là. Tu regardes dans la vidéo, finalement, je cours quand même correct, là, mais dans ma tête à moi, j'avais l'impression là, d'être tellement cassé puis que ma technique de course était affreuse. Là. C'était quand même drôle. Fait que là, la montée pour la Montagne Noire, elle a quand même été difficile dans le sens que là, il me restait juste la motivation de temps. Parce que là, je savais que la première position était pas mal assurée. Ouais, quand même, je regardais quand même toujours derrière juste pour être sûr, tu sais. Les splits, je sais qu'ils avaient buggé, puis on n'était plus capable de me dire avec certitude là, où était le deuxième, mais je sais que j'avais quand même une bonne avance. Fait que ça me stressait un peu, mais en même temps, j'étais quand même confiant que je pouvais avoir la première position. Fait que la seule motivation qui me restait, c'était le 14h40 qui avait été établi par David Edge l'année dernière sur le même parcours. Donc, ça, c'est de quoi qui me restait en tête jusqu'à la toute fin. Je pense que c'est en arrivant dans la track de ski de fond, là, qui est comme un 3 kilos avant l'arrivée. Et là, je me suis mis à calculer beaucoup, puis je suis comme, on dirait que ça le fera pas. Là. Même si je me mets à sprinter et à courir du 3,30, ça va être tout juste. Fait que là, j'ai pris ça un peu plus relax. Je me suis permis d'enjoy le fait que j'ai enfin remporté UTHC parce que ça a été mon but depuis ma première participation. Et je pense même que tu as appelé ta copine avant de passer la ligne d'arrivée, si je me trompe pas. Ouais, je me suis dit, je vais continuer de courir, mais je vais prendre une chance d'appeler Deb, voir s'il est en train de checker le live tracking. Puis c'est ça, je l'ai appelé, puis j'ai pu profiter de la fin de course avec elle, puis j'ai raccroché. Je pense qu'on a parlé comme 5 minutes, puis après ça, j'ai raccroché pour arriver à 14h43 là, à la ligne d'arrivée, à 3h du matin. Ouais, félicitations. Et ça représente quoi pour toi d'avoir remporté cette UTHC que t'as tant convoité quoi, après 3 participations? Ouais, mais je trouve ça le fun. C'est une des plus grosses courses ici. Je trouve que c'est vraiment le fun de remporter la victoire dans notre propre pays, ici au Québec, dans nos propres trails. Pour moi, c'est vraiment quoi que je voulais réaliser, puis je suis vraiment fier de ça, puis je trouve justement qu'on a des belles courses difficiles ici, puis j'avais jamais réussi encore à faire de quoi de bien sur du long comme 125 kilos. Là. C'est ta plus longue distance encore à date? Ouais, exact. Qu'est-ce que tu as appris là sur cette course? S'il y avait 2 ou 3 choses à retenir. Ouais, j'ai appris beaucoup dans le sens que vraiment, j'ai quand même bien géré mentalement, mais je veux vraiment que quand là, les pensées négatives, en fait, ils frappent, de vraiment tout de suite avoir le réflexe de dire OK, regarde, ça va passer. Puis focus tout de suite sur le positif. Puis ça, c'est vraiment quoi que j'ai appris, que justement, t'as beau avoir les pires sensations, tu peux quand même avoir une belle journée en termes de performance. Puis ça vaut la peine de s'accrocher juste pour ça. Est-ce que tu as d'autres conseils à passer pour les personnes qui souhaiteraient aller s'aligner sur l'UTHC? Ouais, c'est super technique. Donc, vraiment, s'entraîner roche, racine, boîte, je te dirais que c'est souvent très négligé. On parle souvent d'Arikana comme une course assez roulante. C'est vrai dans le sens qu'il y a une section de 10 kilos, justement, de la Chouette à aller jusqu'à la mi-course au Haute-Gorge, qui est assez roulante. Et vers la fin, là, direction l'Épervier, il y a aussi un bon downhill chemin d'accès. C'est peut-être 4 kilos, 6 kilos max. Descente, ouais.
Mais tu sais, ça, c'est 16 kilos de ta course. Le reste, c'est tout du technique. Fait que, oui, tu as ces sections-là qui sont roulantes. Fait qu'il faut que tu aies un bon turnover, puis il faut que tu sois capable d'en profiter parce que ça peut quand même être avantageux. Mais grosso modo, c'est vraiment le technique qu'il faut mettre l'emphase. Et c'est quoi, Elliot, tes prochaines étapes, les prochaines courses que tu convoites? Est-ce que ta saison 2022 est terminée ou il y a encore d'autres choses? Et puis, qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine? Mais en fait, là, ce soir même, il faut que je prépare des purées de patates douces parce que demain à 1h, je pars dans l'État en fait, à New York directement. Je vais aller faire ma prochaine course qui va être en 80 kilos. Assez roulant. C'est un peu comme un trail urbain, en fait, que David Kilgore organise. C'est le Hudson River 50 Mile. Fait que je m'en vais m'essayer sur cette course-là. C'était vraiment pas prévu, mais l'organisation m'a répondu. Puis on dit, ah ouais, tu peux venir racer. Puis pourtant, c'est une course que j'avais écrit il y a vraiment comme une couple de mois. Puis le message, je pense qu'il avait juste passé dans l'oubli. Puis ils me sont revenus là, il y a peut-être une semaine. Là. Fait que j'ai pris ma décision. Pourquoi last pas? Minute. Ouais, last minute. Classique, fidèle à moi-même. Fait que ouais, last minute, mais en même temps, tu sais, ça sonne un peu fou, mais c'est quand même une course qui va ressembler beaucoup à mon autre objectif qui va être JFK. Fait que ça va être un bon test de voir un peu là, qu'est-ce qu'il faut que je travaille. C'est sûr que 80 kilos, je trouve ça gros, puis c'est, tu sais, taché, ça fait quoi, 4 semaines ou 3 semaines? Même pas 3 semaines, t'es quasiment pile poil en surcompensation, là. Parfait timing. Ouais, je me suis vraiment pas gros entraîné. Tu sais, j'ai fait un training d'intensité dimanche, juste pour revoir un peu puis choquer le corps pour qu'il soit prêt. Mais le reste, ça a tout été easy. Focus récupération. Fait que je pense que ça va être bon quand même, que je vais avoir des jambes. J'ai un petit ennui, une petite blessure au genou là, que j'essaie de contrôler. Style tendinite, là, c'est pas rare chez moi, là, les tendinites, c'est quoi que je fais souvent, qui dure environ un mois de temps habituellement, mais qui m'empêche pas vraiment de courir. Et habituellement, quand je race dessus, en fait, c'est là que la blessure part complètement. Ouais. T'as trouvé le remède. Cours dessus, mais comme il faut. Non, sérieux, on fait pas ça, mais je sais pas, pour moi, ça marche. Puis, fait que j'essaie de pas trop m'arrêter parce qu'il y a plein d'années que je me suis arrêté sur ce genre de blessure-là. Puis on dirait que ça l'améliore pas du tout. Fait que je continue de courir, je coupe un peu l'intensité. Puis dès qu'elle se met à aller un petit peu mieux, puis qu'il reste juste comme une espèce de douleur fantôme, mais je me permets quand même de racer, puis souvent, ça disparaît complètement après. Excellent. Et c'est quoi tes gros objectifs? T'es plus à long terme, là? C'est quoi tes rêves? Mes rêves? J'aimerais ça reprendre le Golden Ticket, fait que je n'ai pas encore parlé plus sérieusement avec Ray, mais je pense que l'emphase, ça va être des races en début de saison pour essayer d'aller chercher le Golden Ticket. Fait qu'il y a Bandera en janvier, il y a février, ça va être Black Canyon. Fait que ça serait pas mal, je pense, mes objectifs de 2023. Puis de voir un peu si je vais quand d'aller chercher le Golden Ticket. Sinon, après ça, je sais pas trop, peut-être des races en Europe, mais c'est pas encore clair dans ma tête. Puis il y a aussi le JFK qui me reste en 2022. Fait que ça, je vais essayer de focusser vraiment JFK, puis après ça, je vais voir un peu qu'est-ce qui va me motiver pour 2023. C'est une chose à la fois. Je veux pas trop voir non plus à long terme parce que des fois, tu te fermes sur des idées, mais j'aime ça me laisser surprendre par les opportunités qui va s'offrir à moi, là. Excellent. Ben, écoute, on te souhaite bonne chance là pour tes prochaines courses. Et Yes. aussi, on dit un bonjour à l'UTHC là, dont on est partenaire là, donc qui ont fait une super belle édition 2022 là. Grosse organisation, donc un petit coucou à Marline, un coucou à Geneviève Boivin et à toute leur équipe. On va être là aussi l'année prochaine. Nice. C'est vraiment une belle course pour vrai. L'ambiance est malade, puis c'est comme un gros week-end de course que justement ça part le vendredi avec le 125, mais après ça, tu as toutes les autres races le samedi puis le dimanche. Moi, je tripais, j'avais plein d'autres amis sur la course. Fait que j'ai fini, j'étais à 3h45 du matin. J'ai été malade un peu après, puis je me suis même pas couché. Puis j'ai comme fait quasiment 36 heures d'affilée sans dormir pour finalement avoir ma première nuit de sommeil samedi soir, mais juste pour vous montrer à quel point c'est un événement le fun. C'est la fête.
C'est la fête dans le village en fait pendant tout le long du week-end. Il y a des arrivées, des départs en permanence. C'est hyper animé. Je trouve que c'était vraiment un événement très très réussi pour toutes ces raisons-là. Puis les personnes qui recherchent vraiment à vivre voilà l'expérience trail, la communauté trail, c'est vraiment le meilleur endroit au Québec pour vivre ça. C'était une super belle expérience pour tout le monde, je pense. Donc c'est top. Merci l'UTHC, merci à toi Elliot pour cet épisode. C'était cool d'une part d'avoir pu partager en fait beaucoup de parties en fait de la course et de la préparation avec toi, et évidemment toute la pré-course également, et de pouvoir en reparler au travers de cet épisode. Donc merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être venu en parler avec nous. Merci la gang, puis vraiment merci d'avoir été là justement en tant que crew. Ça a fait toute la différence. C'est vraiment cool de vous avoir sur les ravitaux. Merci Elliot. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous aider, vous pouvez tout simplement vous abonner à Ultra Distance sur les plateformes de streaming, rédiger un avis sur Apple Podcast et Spotify, ou encore partager l'épisode sur les médias sociaux. Merci encore à Elliot d'avoir accepté notre invitation, et merci à tous d'avoir écouté l'épisode, et à très bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance.